Bonjour, merci d'être venu ici pour cette conférence. Donc, j'ai vite fait introduire les organisateurs qui sont deux comités de mobilisation. Le comité de mobilisation des étudiants d'Aix et le comité de mobilisation des personnels d'Aix-Marseille Université. Aujourd'hui, nous allons assister à la conférence donnée par Corinne Hérault, donc, qui est sociologue, qui va nous parler de l'histoire de l'université française depuis 50 ans, donc en fait depuis 1968, et principalement des réformes, en fait, des suites de réformes et ce qu'elles ont engendré sur l'université, et notamment les dernières réformes en cours et les projets à venir, notamment celle de juin, qui va sortir en juin. Aussi pour vous rappeler qu'il y aura une AG jeudi à 12h30 devant la cafétéria. On vous invite à venir, à en parler autour de vous, à vous faire venir le plus de monde possible, parce que c'est important, c'est là où on se mobilise, c'est aussi là où on se renseigne, où on s'informe. La conférence va durer 1 heure à peu près, et ensuite il y aura des débats et des échanges, et l'occasion de parler aussi des actions futures. Voilà, merci beaucoup. Bon, bonjour tout le monde, merci au comité de au comité de mobilisation des étudiants et au comité de mobilisation des personnels, dont au passage je fais également partie. Et donc je suis Corinne Hérault, pour ceux qui ne me connaissent pas, certains sont mes étudiants. Je suis maître de conférence en sociologie dans cette faculté. Un de mes domaines de recherche est l'enseignement supérieur. Mais pas seulement, on va dire. Et puis, beaucoup des points que je vais aborder aujourd'hui ne sont absolument pas mes spécialités, en fait. Mais je les ai travaillés pour pouvoir vous en présenter un résumé qui me semblait, dans un objectif d'exhaustivité, vous allez le voir. Alors, je connais bien l'université, je vous disais, un de mes domaines de recherche, mais je connais également bien l'université pour y travailler, évidemment, depuis 25 ans. Et puis aussi pour avoir été élu dans la plupart de ces instances, donc j'en ai aussi une connaissance pratique, on va dire, de l'intérieur. L'objectif est très large. Vous imaginez, l'université française, élément d'analyse sociologique, 50 ans d'histoire, disait Tiphaine, ou du moins je vais repartir de 68 pour arriver très rapidement à aujourd'hui, mais pour montrer combien les réformes actuelles touche au cœur, en fait, de ce qui faisait les fondements de l'université française telle qu'elle a été construite, pensée, élaborée après 68. Donc vous imaginez bien qu'on pourrait faire 20 conférences sur cette question-là. Évidemment, du coup, ça veut dire que je vais choisir certains points de vue, que je vais faire quelques raccourcis, voire que qu'il y aura des trous noirs dans cet exposé. Mais je vais retenir ce qui me semble les 3 aspects les plus importants. Je vais vous dire en quoi ils consistent. En sachant que c'est une conférence grand public, on est bien d'accord, c'était l'objectif des organisateurs, c'est-à-dire une conférence sans prérequis, que ce soit des prérequis, sans prérequis en matière de connaissance de l'université, sans prérequis en matière de sociologie. Donc certains d'entre vous n'apprendront peut-être pas grand-chose, mais c'est l'objectif qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, pas tous les faits, je vais vous présenter, mais des faits. Je tiens à préciser en commençant que ça a beau être j'ai beau être dans le comité de mobilisation des personnels, ça a beau être une conférence à l'invitation des comités de mobilisation, c'est une conférence de sociologie, comme l'indique le titre, et l'objectif est donc de présenter des faits, une institution, ses transformations, sa situation actuelle et ses réformes à venir. Ensuite, à partir de là, donc ce n'est pas un discours politique ou syndical. À partir de là, à partir de ce diagnostic, de cette analyse de la situation, eh bien, on peut considérer que c'est vers cette université-là que l'on veut aller ou pas. Voilà. Donc après, ce sera l'objet du débat. Donc, 3 points, je retiens, pour cette analyse, présentation de l'université. Le premier, c'est l'université française du point de vue juridique et organisationnel, et du point de vue du champ de l'enseignement supérieur et la recherche. Deuxième point, l'université française du point de vue économique. Troisième point, l'université française du point de vue de ses étudiants et de ses formations. Alors mon premier point, l'université française du point de vue juridique et organisationnel et du point de vue du champ de l'enseignement supérieur et la recherche. L'université telle que nous la connaissons encore, et vous verrez à la fin de cet exposé pourquoi je dis encore, donc telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, est ce qu'on appelle un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, EPSCP, fondé sur 2 lois en fait.
La loi Edgar Faure, qui a été votée en 1968, en novembre, juste après les événements de mai 68. On fêtera donc ses 50 ans dans quelques mois. La loi Savary, elle, votée en 1984. L'objectif de la loi Faure, votée donc quelques mois après les événements de 68, était de créer des universités pluridisciplinaires, puisque auparavant nous avions des facultés disciplinaires, la fac de droit à côté, la fac de lettres, c'était pas encore dans ces bâtiments, mais donc des facultés relativement monodisciplinaires. Donc la loi Faure a créé des universités pluridisciplinaires, structurées en ce qu'on appelait les unités d'enseignement et de recherche UER, qui ensuite ont été remplacées par les UFR, que nous connaissons toujours aujourd'hui. Les UFR ont été créés par la loi Savary en 1984. Donc le département de sociologie auquel j'appartiens, si je puis dire, fait partie de l'UFR à LSH, qui est la fac de lettres d'Aix-en-Provence, ce bâtiment en particulier, et qui fait partie d'Aix-Marseille Université. Donc, la loi Faure crée ces universités pluridisciplinaires. Dans les facultés qui l'ont précédée, seuls les professeurs des universités avec un grand P, c'est-à-dire les professeurs des universités, ceux qui ont ce statut-là parmi vos enseignants-chercheurs, faisaient partie des conseils. C'était les seuls à siéger dans les conseils. Dans les nouvelles universités créées par la loi Faure, le président est élu parmi les enseignants-chercheurs de l'établissement. 2 conseils sont créés, ce qu'on appelait le conseil d'université et le conseil scientifique, dans lesquels on trouvait des représentants, non seulement des professeurs des universités, mais également des maîtres et maîtres assistants, qui sont les ancêtres des maîtres de conférences, des usagers, c'est-à-dire des étudiants, des personnels non enseignants, ainsi que des personnalités extérieures, ou autrement appelées des fois personnalités qualifiées. C'était également le cas dans les conseils des UER. Cette évolution forte, très importante, menée au nom de la participation, je vous dis suite aux événements de mai 68, n'est pas propre à la France, mais elle n'a pas touché tous les pays européens. En Angleterre, par exemple, il n'y a que les enseignants-chercheurs qui sont membres des conseils, et non pas les étudiants, ni les personnels non enseignants. Et donc on retrouve cette participation au niveau des conseils centraux de la nouvelle université, au niveau des UER, puis UFR, et au niveau des départements. La loi Savary, elle va un peu transformer les instances en créant 3 conseils, le CA, ce qu'on a connu pendant très longtemps, le conseil d'administration, le CS, conseil scientifique, et le CEVU, conseil des études et de la vie universitaire. Elle modifie aussi la loi Savary, la répartition des sièges. Celle du conseil d'administration, cette répartition est de 30 à 60 membres. Une latitude est laissée, plus généralement près de 60 membres que de 30, et avec une répartition suivante, 40 à 45% de représentants des enseignants-chercheurs, 20 à 30% de personnalités extérieures, 20 à 25% d'étudiants, 10 à 15% de représentants du personnel non enseignant. Le président sera élu par la loi Savary par les 3 conseils, mais les personnalités extérieures sont proposées ou nommées après l'élection du président et ne participent pas à son élection. Vous verrez que tout ça, si je vous raconte tout ça, c'est parce que ça a été modifié et ça a des incidences jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons affaire à une organisation de type très particulier, qui est une organisation publique, à mode d'organisation et de fonctionnement interne démocratique. C'est quand même une particularité tout à fait notable, en sachant que, et sous la direction, chacun de ces échelons, département, UER ou UFR et université sont sur ce mode-là, mais sous la direction des enseignants-chercheurs. Voilà. Donc, ceci étant, ce fonctionnement démocratique, on va dire que les universités s'en sont très peu donné les moyens, pour plusieurs raisons. D'abord, se sont peu donné les moyens de l'information sur ce qu'elle était en fait et sur son fonctionnement démocratique. Beaucoup de mes étudiants de L3 ne savent pas qu'ils ont des représentants au conseil du FR, ni qu'ils se décident des choses importantes pour eux au niveau des conseils du FR. Donc, s'en sont très peu donné les moyens en matière d'information, d'où les taux de participation aux élections étudiantes, par exemple, qui sont très bas. Et s'en sont peu donné les moyens aussi en matière de reconnaissance du temps de travail et de formation des élus. Ce qui fait que ça a largement
avec des dossiers de plus en plus complexes, hein, amenaient finalement à une désaffection rapide, hein, des élus, surtout étudiants, mais pas seulement. Alors donc une organisation que, si on y ajoute des dimensions, enfin ces missions, je dirais, de diffusion des savoirs et de démocratisation de l'enseignement supérieur, était au moins juridiquement et idéalement, eh bien, une institution progressiste. Et l'idéal, c'est important, hein, parce que l'idéal, c'est ce vers quoi on tend, hein, et donc c'est, même si ce n'est pas réalisé, hein, puisque c'est un idéal, c'est ce vers quoi les réformes et les dispositifs d'une institution sont censés se baser. Voilà. Donc à cela, il faut ajouter une spécificité française concernant le champ de l'enseignement supérieur et la recherche, c'est-à-dire que les universités se partagent ce champ avec d'une part le CNRS côté recherche et d'autre part les grandes écoles, écoles normales supérieures, écoles polytechniques, écoles des mines, etc., côté formation supérieure, et les classes préparatoires aux grandes écoles. Cette séparation, hein, donc les universités, le CNRS, les grandes écoles et les classes préparatoires aux grandes écoles, et en particulier cette séparation entre université et CNRS, serait une des causes de notre faiblesse dans le classement de Shanghai, hein, élaboré à partir de 2003 et dont tout le monde a dû entendre parler ici. À partir de là, donc à partir de ce tableau que je vous ai dressé rapidement sur le champ de l'enseignement supérieur et la recherche, d'une part, et les spécificités de l'université, eh bien, cette situation va connaître deux transformations progressives. La première, c'est la transformation de l'université par deux lois. La loi d'autonomie des universités, ou autrement appelée loi LRU, votée à l'été 2007, quand Nicolas Sarkozy est arrivé à la présidence. Valérie Pécresse était notre ministre. Puis en 2013, la loi dite Fioraso, du nom de notre ministre de l'époque, hein, justement, sous la présidence de François Hollande. Deuxième élément, c'est la création de nouvelles structures en dehors des universités, les presses, les communes, qui en fait répondent un peu toutes ou sont basées sur la conception de Big is Beautiful, hein, d'une part, et du dépassement des frontières justement entre universités et CNRS, et universités, CNRS, grandes écoles. Alors, premier point, je vous disais deux lois qui ont profondément transformé quand même déjà, hein, la loi Faure et la loi Savary. La loi LRU, pour en retenir 3 points saillants et qui nous intéressent ici. Premièrement, elle part du principe que les membres du conseil d'administration sont trop nombreux et que ce trop grand nombre, eh bien, crée lourdeur, lenteur et inefficacité, hein, et que donc il faudrait diminuer le nombre des représentants au conseil, des membres du conseil d'administration. Et qu'ensuite, il faudrait, pour créer dynamisme, hein, du dynamisme et un regard extérieur, augmenter le poids des personnalités extérieures. Au passage, c'est le même discours que l'on n'entend pas pour les personnalités extérieures, hein, mais sur le trop grand nombre de représentants, lourdeur, lenteur, etc., sur l'idée de réforme et de diminution du nombre de représentants à l'Assemblée nationale, actuellement. Donc, on diminue le nombre de représentants au conseil d'administration, on le fait passer de 20 à 30 membres. On augmente le poids des personnalités extérieures. Sur les 20 à 30 membres, il y aurait 8 à 14 représentants des enseignants-chercheurs, 7 ou 8 personnalités extérieures, 3 à 5 représentants étudiants et 2 ou 3 représentants des personnels non enseignants. Hein, donc une diminution importante, je vais y revenir. Deuxièmement, elle accorde, la LRU, plus de pouvoir au président, qui n'est plus élu par les 3 conseils, mais par le seul conseil d'administration. Et troisièmement, elle accorde l'autonomie budgétaire par le budget global, c'est-à-dire qu'on lui dévolue la masse salariale. Hein, jusqu'à présent, les salaires des fonctionnaires de l'université étaient payés par le ministère. Dorénavant, ils sont intégrés au budget de l'université. Et j'y reviendrai parce que cela a de très grandes incidences dans la pression financière et les difficultés financières des universités depuis. Donc la loi Fioraso, que fait-elle? Eh bien, tout en se réclamant d'une collégialité et d'une participation renforcée, on va dire, elle augmente
Pour cela, elle augmente le nombre des représentants de chaque catégorie dans le conseil d'administration, mais simplement d'une ou deux personnes, c'est-à-dire qu'il y aura un ou deux représentants des enseignants-chercheurs, des étudiants, du personnel non enseignant supplémentaires dans le conseil d'administration. Et ce qu'elle décide, c'est que le président, certes, est toujours élu par le simple conseil d'administration, mais les personnalités extérieures vont prendre part au vote du président, à l'élection du président, y compris au passage à tous les niveaux, au niveau des UFR. Et cette situation s'est retrouvée à poser question dans bon nombre d'universités pour les dernières élections présidentielles et dans bon nombre d'UFR pour les élections des directions d'UFR. Elle rend d'autre part obligatoire, la loi Fioraso, ça c'est un élément très important, l'appartenance à un regroupement d'établissements. Obligatoire, l'appartenance à un regroupement d'établissements, en particulier à une commune, je vais y revenir. Le deuxième point, je vous disais, très important, c'est justement cela, c'est la création de regroupements, d'autres structures que les universités en elles-mêmes. À partir de, ça s'est produit progressivement à partir des années, de la fin des années 90, où on promeut l'idée de site et non plus d'université, où on va créer à partir de 2006 des presses, pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ça a été Aix-Marseille a créé son presse en 2007 par exemple. Les établissements seront très fortement incités à s'associer à des presses, puis ensuite à des communes, j'en parlerai un petit peu plus tard. Très fortement incités, pourquoi? Puisque c'était au départ sur un mode facultatif, parce que les financements, en particulier du grand emprunt, donc ce qu'on appelait le PIA 1, le PIA 2 et qu'on est actuellement dans le PIA 3. Donc les financements par projet, c'est-à-dire il y a des appels à projets par le commissariat général de l'investissement et vous y répondez en tant qu'université, mais a priori les financements ne seront accordés qu'aux universités qui sont intégrées dans des presses dans l'optique d'une fusion. Voilà. Donc il y a eu une incitation financière forte à ces associations dans des regroupements, en sachant que la loi Fioraso les aura rendues obligatoires depuis 2013, c'est ce que je vous disais. Donc, 2013, la loi Fioraso rend obligatoire soit la participation à une fusion, l'intégration dans une fusion, soit la participation, l'appartenance à une commune, soit l'association à une commune. Donc de ces deux phénomènes, LRU d'une part et fusion d'autre part, eh bien l'évolution de la représentation au sein des conseils d'administration, si on prend l'exemple d'AMU, qui a donc fusionné, notre université a fait le choix de la fusion, je vous rappelle pour ceux qui le savent, je vous le dis pour ceux qui sont entrés à l'université quand elle était déjà fusionnée, au 1er janvier 2012, auparavant, nous étions 3 universités, Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2, Aix-Marseille 3, et nous avons donc tous fusionné dans AMU au 1er janvier 2012. Avant cela, avant la fusion et avant la LRU, il y avait donc une soixantaine environ de membres du conseil d'administration dans chacune des 3 universités. Après la fusion et après la loi LRU et la loi Fioraso, il y a 24 représentants élus et nommés au conseil d'administration. Autrement dit, après la loi Fioraso, dans AMU, nous avons 16 enseignants-chercheurs au conseil d'administration, alors qu'auparavant, il y avait presque 80 enseignants-chercheurs représentants dans les 3 conseils. Nous avons 6 personnels administratifs aujourd'hui dans AMU, alors qu'auparavant, il y en avait à peu près 25 si on additionne les représentants dans les 3 universités. Aujourd'hui, il y a 6 étudiants au conseil d'administration d'AMU, alors qu'auparavant, il y en avait une quarantaine de représentants dans les 3 universités. Et aujourd'hui, nous avons 8 personnalités extérieures, alors qu'auparavant, nous en avions une quarantaine dans les CA des 3 universités. Donc, vous voyez très clairement la réduction du nombre des élus, et donc de la représentation, de la diversité des membres
de la communauté universitaire, d'autant que le même phénomène s'est retrouvé au niveau des UFR, hein, puisqu'ils ont diminué en nombre de par les fusions, du fait de la disparition des pôles, par exemple, qui était une structure intermédiaire ici dans cette UFR à LSH, donc une diminution du nombre de représentants et donc de leur diversité. Vous imaginez 6 étudiants, hein, je vois qu'il y a quand même pas mal d'étudiants ici, représentants de tout AMU au conseil d'administration. Voilà. Donc, ceci étant, hein, les dernières évolutions vont beaucoup plus loin, puisque l'utilisation du grand emprunt, justement, je vous en parlais, hein, comme levier pour redessiner le paysage universitaire français, se confirme et a même pris un coup d'accélération très important avec ce qu'on appelle le PIA 3, donc la 3e vague du grand emprunt, qui a été lancée il y a 1 an, en février 2017, et dont on a beaucoup plus de nouvelles depuis l'automne, et en particulier depuis le mois de décembre 2018, hein, donc c'est-à-dire depuis 2 mois. Il comporte plusieurs volets, ce PIA 3. Donc je vous disais hein, que ce sont des appels à projets particuliers, seuls certains des projets sont retenus. Le PIA 3 comporte une action qu'on appelle Grandes universités de recherche. Et alors là, la préparation de cette conférence, hein, j'ai passé beaucoup de temps depuis le mois de novembre à m'intéresser au plan étudiant hein, et à suivre toute l'actualité autour de Parcoursup, etc. Et je pense que nous avons été nombreux dans ce cas-là et que nous avons un peu... que ces dernières réformes sont passées relativement inaperçues. Hein. J'ai commencé à lire beaucoup de textes depuis 1 mois en préparant cette conférence qui a eu lieu en plus à Marseille hein, la semaine dernière. Donc, et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses dont je vais vous parler. J'ai découvert hein, un certain nombre de choses à partir de différents textes de loi, de décrets et d'une loi qui a été votée au Sénat la semaine dernière. Donc le PIA 3 comporte une action Grandes universités de recherche, dont la ligne directrice est de tester de nouvelles démarches et d'expérimenter, je cite, y compris en adaptant les cadres réglementaires. Le mot d'ordre est à la simplification institutionnelle, à l'expérimentation de modes d'organisation et à la construction d'universités de type nouveau. Le PIA 3 comporte également un appel. Les gens qui travaillent dans l'université ont peut-être un peu plus entendu parler de celui-là, qui s'appelle École universitaire de recherche, les EUR, qui rassembleront des formations de master et de doctorat, ainsi qu'un ou plusieurs laboratoires de recherche de haut niveau. Donc ces EUR, je vais y revenir, hein, très important également. Et autre élément hein, de ce puzzle de ces derniers mois, c'est ce que l'on appelle le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un projet de loi très disparate, hein, très complexe, avec un tas de choses très différentes les unes des autres, qui est passé, donc le projet de loi a été rendu public en décembre, vers la fin décembre 2017, donc il y a très peu de temps. Il a été voté à l'Assemblée nationale, il est passé en procédure accélérée, hein, comme la loi ORE. Il est passé en procédure accélérée, voté le 30 janvier à l'Assemblée nationale et voté le 20 mars, c'est-à-dire mardi de la semaine dernière, au Sénat. Il va devoir passer devant une commission mixte paritaire, hein, puisque, comme pour la loi ORE, le Sénat a apporté quelques modifications. On y reviendra dans le débat si vous souhaitez. Et donc, entre autres choses, ça vous avez dû en entendre parler, c'est cette loi instaurait le droit à l'erreur pour le contribuable. Hein, on en a un petit peu parlé dans les médias, mais dans cette loi, il y a un article, l'article 28, que je vous lis, et que je reprendrai en conclusion pour vous montrer à quel point il est important. Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ces mesures expérimentales portent sur, premièrement, de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement. Donc vous voyez déjà ce que ça... Enfin, vous pouvez déjà imaginer ce que ça signifie, à peine, mais en tout cas que c'est en lien avec le PIA 3, puisque là, quasiment tous les mêmes termes sont repris. Pour l'instant, 4 universités au moins sont connues pour avoir déposé ou être en train de préparer
le dépôt de leur projet grande université de recherche, dont l'université Paris 2019, qui regrouperait au moins Paris 5 et Paris 7, l'université de Toulouse. Au passage, c'est contre la loi ORE et contre ce projet de fusion et de transformation dans le cadre du PIA 3, que s'est construit le mouvement social à Toulouse depuis 2 mois. L'université de Lyon et l'université de Nice, qui donc disparaîtrait, l'université de Nice, Sophia Antipolis, pour devenir purement et simplement la commu, et on va le voir dans quel cadre, dans un nouveau cadre juridique, qui s'appellerait l'université de Côte d'Azur, l'UCA, dont on aura l'occasion de reparler à la fin de mon 3e point. Ces grandes universités de recherche se feraient soit sous la forme du statut de grand établissement, qui en fait existe déjà, c'est déjà le cas de Paris-Dauphine, soit sous la forme de ces établissements dérogatoires qui peuvent être créés par ordonnance, que nous annonce l'article 28 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Le choix de l'UCA, l'Université de Côte d'Azur, a été présenté dernièrement aux membres de l'université. Elle serait constituée non plus de départements UFR et conseils centraux de l'université, mais d'un premier socle, puisqu'on a on a un PowerPoint, donc une image PowerPoint, et donc on a un premier socle horizontal qui s'intitulerait Collèges universitaires préparatoires, puis ensuite des entités verticales qui sont les EUR, les écoles universitaires de recherche dont je vous parlais, qui, elles, se chargeraient des masters et des doctorats. Et tout cela faisant partie du grand établissement UCA, aucune mention des UFR. L'UFR, le conseil de l'UFR, Lettres, Arts et Sciences Humaines, s'est inquiété de la chose et a voté une motion au mois de janvier demandant à ce que la constitution de ce grand établissement ne soit pas fondée sur la suppression des UFR. Voilà. Donc j'y reviendrai en conclusion parce que vous allez voir ce que ça peut signifier avec d'autres éléments qui s'y ajoutent. Donc autrement dit, aujourd'hui, autant on avait un modèle assez uniforme avant la LRU, on va dire, et les fusions, autant aujourd'hui on se retrouve avec une diversité des modèles organisationnels, d'une part, et d'autre part avec le fait que l'université des lois Faure et Savary, et même LRU, pourrait bien disparaître assez rapidement dans les temps à venir, ou du moins ne plus être le modèle dominant. Voici ce que je voulais vous dire sur mon premier point. Le deuxième point, c'est l'université française du point de vue économique. Là aussi, je prendrai évidemment que quelques éléments. 2 éléments, en fait. Le premier, c'est le sous-financement. Le deuxième, c'est la mise en compétition par le financement par projet. Et je tirerai les fils, si je puis dire, pour montrer les effets conjoints de ces 2 éléments dans les situations d'aujourd'hui. Donc, premièrement, je vous disais, l'université souffre d'un sous-financement chronique, en l'occurrence, et donc pas du tout nouveau. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, la France, en fait, a fait le choix d'investir fortement dans son éducation secondaire. Et en particulier à partir des années 80, le mot d'ordre de 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, d'investir principalement dans son lycée. Finalement, si l'on regarde et que l'on compare le financement par niveau d'études et la comparaison donc, que l'on compare dans les pays de l'OCDE, eh bien, on se retrouve avec un financement très au-dessus de la moyenne dans le secondaire et en particulier au lycée, mais un financement inférieur à la moyenne dans le primaire et dans l'enseignement supérieur à peine dans la moyenne. Mais si on limite, non pas la comparaison, enfin si on ne prend pas tous les pays de l'OCDE, mais qu'on limite la comparaison aux pays à PIB comparables, donc aux 15 pays de l'OCDE,
à richesse nationale comparable à la France, eh bien, la dépense par étudiant est inférieure d'au moins 15 à 20% à la moyenne française, à la moyenne de ces 15 pays les plus développés, on va dire, de l'OCDE. En sachant qu'il s'agit d'une moyenne, hein, la dépense par étudiant en France, alors que je vous disais, en France, l'enseignement supérieur est caractérisé par la présence d'universités, mais aussi de grandes écoles et de classes préparatoires aux grandes écoles. Or, il y a eh bien, des différences de situation importantes. Pour les derniers chiffres, par exemple, il est facile d'avoir la dépense par étudiant dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Elle est de l'ordre d'environ 15 000 € par an. Dans les universités, elle est en moyenne de 10 800 € par an. Ce qui fait que de nombreux sociologues ont parlé et parlent d'inégalités structurelles, hein, entre l'université et les classes préparatoires aux grandes écoles, voire avec les grandes écoles. La moyenne universitaire, cela dit, hein, si je reviens maintenant à mes 10 800 €, cache aussi des différences de situation importantes, en particulier entre disciplines. Les UFR et filières de droit, économie, gestion et ALSH sont moins bien dotées, historiquement, hein, que les filières de sciences et de médecine. Donc, malgré un discours ministériel égalitaire, les inégalités étaient importantes entre UFR et universités selon quelle était leur dominante, si c'était une dominante plutôt sciences, médecine ou éco, gestion, droit, ALSH. Le monde universitaire, donc, était et a toujours été, hein, relativement hiérarchisé et différencié. Ce sous-financement, il signifie évidemment un sous-encadrement enseignant et administratif. Dès 2007, tous les acteurs, dont la CPU et le ministère, reconnaissaient la nécessité d'une augmentation du budget de 1 milliard par an sur 5 ans minimum pour arriver à un niveau que tous les acteurs en question trouvaient raisonnable, hein. Donc pour rattraper, on dira, ce sous-financement chronique, 1 milliard par an pendant 5 ans. Un protocole cadre avait d'ailleurs été signé entre le Premier ministre et la CPU qui prévoyait, hein, en 2007, hein, ce financement, mais l'engagement n'a pas été tenu. Depuis 2012, le budget de l'enseignement supérieur est entré en euros constants, hein, c'est-à-dire hors inflation, en stagnation. Tout cela alors que le nombre d'étudiants a augmenté en 10 ans de plus de 400 000 individus. Hein, et que ce qui fait que Thomas Piketty, sur son blog, que vous avez peut-être vu passer, hein, parce que il a sorti cette étude rapide, hein, mais au moment du vote du budget à l'automne dernier, eh bien, considérer que le budget par étudiant a diminué de près de 10% entre 2008 et 2018. Budget constant, voire en légère diminution, augmentation du nombre d'étudiants. Le budget, la dépense par étudiant, a donc diminué au minimum. Hein, il a vraiment fait des calculs à minima de 10% ces 10 dernières années. En sachant que, également, on nous a annoncé pour la loi ORE, hein, la loi d'orientation et de réussite des étudiants, si vous vous rappelez de son nom, un investissement massif, hein, du gouvernement, de l'ordre, donc un engagement financier massif de l'État, hein, je cite, de près d'1 milliard d'euros sur le quinquennat. Donc 1 milliard d'euros sur le quinquennat, ça signifie 200 millions d'euros par an, on est d'accord? Or, dans ce 1 million d'euros, il y en a la moitié qui va dans le PIA 3. Donc, sur des questions plus de recherche et des appels à projets, en fait, il y en a à peine la moitié, 450 000 euros, qui va vraiment pour l'augmentation et l'amélioration de l'encadrement en licence, que ce soit en directeur des études, enfin en personnel enseignant et administratif, et création des parcours pour les WICI, hein, d'accompagnement, etc. Donc, moins à 450 millions sur 5 ans. Ça fait environ 100 millions, on va arrondir, par an,
Sur un budget de plus de 13 milliards des universités, cela représente une augmentation du budget d'environ 0,7% par an, c'est-à-dire moins que l'inflation qui est à environ 1%, hein, et en sachant que le gouvernement prévoit, le ministère de l'Éducation fait des projections, hein, et prévoit une augmentation de minimum 40 000 étudiants par an pour les 5 ans à venir. Voilà. Donc la dépense par étudiant peut continuer à baisser. Le calcul n'est pas très compliqué. Donc ces questions de sous-financement et de sous-encadrement enseignant et administratif de l'université n'ont absolument pas été traitées ou même abordées, hein, dans les débats sur la loi ORE, pour laquelle le gouvernement a considéré que le problème essentiel était celui de l'orientation, et en particulier de la mauvaise orientation, on va dire, hein, des étudiants. Or, ce sous-financement, il faut voir qu'il a été aggravé par la LRU, par la dévolution de la masse salariale. Alors, sans trop entrer dans les détails, il y a ce qu'on appelle le GVT, le glissement vieillesse-technicité, hein, qui signifie que des fonctionnaires en général, en particulier des fonctionnaires justement, hein, ça connaît un avancement à l'ancienneté et que donc on change d'échelon tous les 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend. Et donc une population salariée qui vieillit vous coûte de plus en plus cher. Alors certes, il y a des plus anciens qui partent à la retraite et qui sont remplacés par des plus jeunes, mais globalement quand même, la masse salariale, elle augmente. Et l'État, et ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité. Voilà. Et l'État, quand il a dévolu la masse salariale, hein, aux universités, a fait une évaluation du GVT en deçà de ce qu'il n'est, et du coup cette augmentation non financée est venue alourdir, hein, et peser sur le sous-financement chronique des universités. Alors je vous disais, deuxième élément très important dans ces transformations économiques, c'est la mise en compétition en fait des financements, enfin, sur la question des financements. Et donc cette mise en compétition, elle s'est effectuée sous deux formes. La première, c'est par le financement à la performance, dont je vais vous dire deux mots très rapidement. Et la deuxième, c'est par le financement par projet, tel que le PIA. Le financement à la performance, il a été introduit en 2009 par un nouveau modèle de répartition du budget récurrent, hein, du budget central des universités. Ce nouveau modèle de répartition, on l'appelait SYMPA. SYMPA, c'est-à-dire système de répartition des moyens à la performance et à l'activité. C'est-à-dire que la somme allouée par le ministère à chaque université est calculée à partir d'un certain nombre d'indicateurs de performance, tels que le taux de réussite en licence, le nombre d'enseignants-chercheurs publiants, pondéré en fonction de la cotation de la note, de la cotation AERS de leur laboratoire, A+, A, B, C ou D, hein, plus un certain nombre d'autres indicateurs. Avant cela, hein, ce n'était pas la performance, mais en fonction des besoins, on dira, hein, même si il y avait un sous-financement chronique, c'est-à-dire que ce n'était pas le taux de réussite en licence, mais le nombre d'étudiants. Ce n'était pas le nombre d'enseignants-chercheurs, mais le nombre de personnel, tout personnel compris, hein, donc administratif et enseignants-chercheurs, qu'ils soient publiants ou pas. Ok, j'ai dit enseignants-chercheurs publiants, j'ai oublié de dire publiants, je l'ai dit. Bon. Et le nombre de mètres carrés, parce qu'on considérait qu'en fonction du nombre de mètres carrés, on avait plus ou moins de besoin, hein, il fallait les entretenir. Donc, on passe à des indicateurs de performance, d'une part, hein, et d'autre part, sur la base d'un budget fixe. C'est-à-dire que non seulement il faut être performant, mais il faut être plus performant que son voisin, puisque le fait que vous soyez performant fait que vous allez obtenir un budget plus important, mais comme le budget total pour toutes les universités est fixe, votre budget plus important signifie un budget moins important pour quelqu'un d'autre, une autre université. D'accord ? Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle très clairement de mise en compétition, d'accord, sur le financement récurrent. Hein. Ensuite, il y a ce que je vous disais, le financement par projet, qui s'est installé, qui donc, lui, est extra-budgétaire, hein, en dehors du budget récurrent. Ce financement par projet, il s'est installé,
il est apparu à partir de 2003. En particulier, ça a été une des raisons de la grève des chercheurs en 2003 à propos de la LOPRI, Loi d'orientation et de programmation de la recherche et de l'innovation, qui a donné lieu, le mouvement de contestation à la création de SLR, souvent la recherche. Ça rappelle quelques souvenirs à certains. Il s'est ensuite développé, ce financement par projet, à partir, donc, et on a appelé ça les ressources extra-budgétaires, à partir du grand emprunt, et donc de ces PIA 1, 2 et 3. Le PIA 1 du plan campus. Ça a commencé avec le plan campus 2007-2008, qui a donné lieu au passage à la rénovation de ce bâtiment. Ensuite, le PIA 1 lancé en 2010, le PIA 2 lancé en 2015, et le PIA 3 lancé en 2017, qui à chaque fois allait à partir du PIA 1 avec ce qu'on appelait les politiques d'excellence, puisque c'était des candidatures sur les IDEX, les LABEX, donc le X étant toujours la fin du cycle d'excellence. Alors je me souviens plus de ce que signifient les IDEX, mais les LABEX c'était laboratoire de, le B je ne sais plus ce que c'est, mais d'excellence, bref. Donc depuis le PIA 3, ce qui est nouveau dans le PIA 3, lancé en 2017, c'est que jusque-là, ça concernait la recherche, le financement par projet. Avec le PIA 3, c'est étendu à la formation, puisque une des actions du PIA 3, au-delà de celle des grandes universités de recherche, des EUR, s'agit de développer l'innovation pédagogique, d'une part, d'autre part, les nouveaux cursus à l'université, et que de nombreuses universités vont mettre en place les parcours de remédiation ou les WICI, c'est-à-dire ce qu'on est censé mettre en place pour la rentrée prochaine dans le cadre de la loi ORE, grâce à, s'ils obtiennent, s'ils sont retenus dans leur candidature au PIA 3, nouveau cursus ou innovation pédagogique. Voilà, donc ce qui est nouveau, c'est que le financement par projet se met à toucher non seulement la recherche, mais en plus la formation. À noter, chose importante également, que ces deux formes de mise en compétition, financement par la performance et financement par projet, ont été développées en interne dans de très nombreuses universités, et pas simplement entre le ministère et ces agences de financement et les universités. C'est-à-dire que, et ça a été le cas d'Aix-Marseille Université par exemple, qui a pour les budgets des laboratoires de recherche, élaboré un bonus-malus en fonction de certains indicateurs de performance, donc financement à la performance, mais aussi financement par projet. Les budgets des départements universitaires aujourd'hui, ce ne sont plus des budgets récurrents en fonction du nombre d'étudiants, ce genre de choses, mais ce sont des budgets qui dépendent de dépôts de projets de la part des départements. Voilà. Alors, de manière générale, notons que l'on change de logique, je pense que vous l'avez bien vu, à un financement certes insuffisant, mais fonction des moyens nécessaires, des besoins, on passe à un financement en fonction de la performance et de l'excellence. L'égalité de traitement n'est pas revendiquée, n'est plus revendiquée, même si ce n'était pas le cas auparavant, c'était quand même ça faisait partie du discours ministériel, et donc ce n'est plus du tout le discours fondateur de cette nouvelle vision du financement des universités. Au contraire, c'est la différenciation qui est revendiquée et qui est même célébrée en particulier. Il suffit d'aller lire quelques pages, quelques lignes, pas quelques pages, les quelques lignes introductrices au PIA 3 pour que ça apparaisse très clairement. Vous signalez que le financement par projet, ça signifie du temps de travail. Il faut monter les projets par rapport à des financements récurrents. Donc, ces projets sont particulièrement complexes pour les PIA. Donc, c'est un mode de financement coûteux. Certains ont essayé de faire des évaluations des coûts que cela représentait. Coûteux et consommateur de ressources et en temps de travail en particulier. Mais même au-delà, puisque plusieurs universités, par exemple, pour leur candidature au PIA,
eh bien, a embauché des cabinets de conseil privés pour les aider à monter les dossiers. Ça a été le cas d'AMU pour sa candidature à l'IDEX. Ceci pour finalement des montants en matière de PIA qui ne sont pas si importants que cela. Ça mériterait d'en faire une analyse économique un peu poussée. Ce que je n'ai pas encore eu le temps de mener à son terme. Ces deux modes de financement, financement à la performance et financement par projet, eh bien, ont des effets, ça peut paraître assez évident, hein, de concentration des ressources. C'est-à-dire que ceux qui obtiennent les projets en particulier et ceux qui ont la meilleure performance, et alors là, la sociologie est quand même assez basique, hein, si je puis dire, la sociologie de base explique ça facilement, eh bien, sont souvent les mieux dotés. C'est-à-dire qu'on est d'autant mieux performant qu'il y a des conditions sociales, on va dire, à la performance, et qu'on est d'autant plus performant que l'on est bien doté et en ressources économiques, et en conditions de travail, et en encadrement enseignant et administratif, et en capital culturel pour les étudiants qui réussissent d'autant mieux qu'eux. Et donc, voilà, tout cela fait donc que ces modes de financement ont un effet de concentration des ressources assez évident et qui a été bien mis en avant en Angleterre, en particulier, qui utilise ce mode de financement, qui a mis en place ces modes de financement bien avant nous. Alors, tout cela, d'autre part, avec un autre processus qui est que les universités sont confrontées à des transferts de ressources entre leurs différentes missions, au-delà des financements par projet. En particulier avec la LRU, il y a renforcement des fonctions de DRH, des fonctions financières beaucoup plus complexes, donc une nécessité de beaucoup plus de personnel en la matière. D'autre part, il y a eu des augmentations des budgets communication. Il y a eu des augmentations des créations de nouvelles activités qui, par la LRU par exemple, telles que la certification des comptes. Les universités sont obligées, depuis la LRU et les responsabilités et compétences élargies, de faire certifier leurs comptes par des cabinets d'expertise comptable privés. Donc, tout un tas de ressources qui auparavant étaient consacrées aux deux missions, on va dire, centrales de l'université, recherche et formation, qui sont happées, nécessitées par d'autres activités. Ce qui, évidemment, alourdit, tout ça, vous voyez, avec le GVT, en plus, alourdit la contrainte financière très lourde qui pèse sur les universités. Qu'ont fait les universités face à cela? Eh bien, elles ont été contraintes, si je puis dire, très lourdement à faire des choix tels que geler des postes. Pour les postes d'enseignants-chercheurs, on parle généralement d'atterrisation, c'est-à-dire que des personnes qui partent à la retraite, on ne publie pas les postes en termes de maîtres de conférences ou de professeurs des universités, mais en termes d'atter, c'est-à-dire de contractuels et de jeunes docteurs ou jeunes doctorants contractuels. Il faudrait pouvoir mesurer plus finement ce développement de l'emploi précaire, de l'emploi non statutaire, on va dire, dans les universités. Mais de toute façon, quels que soient les grands chiffres qu'on arrive à avoir, en particulier, y compris du ministère, l'emploi non statutaire a largement augmenté ces 10 dernières années pour l'enseignement supérieur et la recherche, que ce soit pour le personnel enseignant ou pour le personnel non enseignant. Voilà. Des analyses plus fines seraient nécessaires. Mais cette augmentation est reconnue par tous, y compris par le ministère et par la CPU, Conférence des présidents d'université. En sachant que pour les enseignants-chercheurs, la LRU avait déjà permis l'embauche de maîtres de conférences contractuels, et non plus simplement des ATER, maîtres de conférences contractuels postes qui ont été peu utilisés pour l'instant par les universités, mais sachant que dans les projets déposés par les nouveaux établissements dans le cadre du PIA 3,
en particulier dans les dossiers que j'ai épluchés de Lille et de Lyon, au moins sur les 4 que j'ai épluchés avec celui de Paris et avec celui de Nice dont je vous parlais. Eh bien, dans ces 2, à Lille et à Lyon, dossiers de candidature, ils font état d'embauche en termes de maître de conférence tenure tracks. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et donc, il s'agit pour le traduire, enfin, si on essaye une traduction, puisque c'est assez difficile à traduire, on pourrait le traduire par titularisation conditionnelle après une période d'essai. En prenant l'exemple, enfin, comme modèle, les États-Unis et l'Angleterre, pour lesquels la période d'essai est généralement de 6 ans, et qu'aux États-Unis, il n'y a pas 50% de ces périodes d'essai qui se concluent par une titularisation. Voilà. Alors, que peuvent faire les universités face à tout cela, à part répondre au PIA3, candidater au PIA3, donc, à part ce qu'elles font, vous imaginez la tentation qu'il y a à le faire, mais d'autre part, on les incite, depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, mais à développer ce qu'on appelle leurs ressources propres. Donc, qu'y a-t-il dans les ressources propres? Il y a en particulier la formation continue, qui serait tout un domaine que je laisse de côté parce que c'est un domaine complexe, mais c'est également les droits d'inscription. Alors, sur les droits d'inscription, quelques dernières nouvelles, si je puis dire, c'est que la Commission des finances de l'Assemblée nationale a commandé un rapport à la Cour des comptes sur les droits d'inscription pour le mois de septembre. Plusieurs économistes ont été convoqués ou invités par la Cour des comptes il y a 15 jours, comme pour une table ronde d'experts, pour commencer cette réflexion pour ce rapport sur les droits d'inscription universitaires. Donc c'est à l'ordre du jour, très clairement, d'une part. D'autre part, sans qu'il y ait augmentation des droits d'inscription nationaux, il y a une possibilité qui existe et qui a été une possibilité de recours par plusieurs universités dès à présent, qui existe à travers ce qu'on appelle les diplômes d'université, DU, ou qu'on appelle aussi maintenant, et on entend de plus en plus parler avec ces grands établissements qui se créent, les diplômes d'établissement, les DE, dans lesquels se sont engouffrés un certain nombre d'universités, mais de manière relativement limitée jusqu'à présent. Sauf que c'est le cas de l'université de la Côte d'Azur, l'UCA, qui est en train donc de se créer, qui est une commune. Donc elle existe en tant que commune, mais elle a candidaté au PIA3 et elle souhaite changer de statut, non plus être une commune, mais un grand établissement ou un établissement de statut dérogatoire qui peut être créé par ordonnance, vous vous rappelez, une fois que la loi pour un État au service d'une société de confiance sera définitivement adoptée. Qu'a fait l'Université Côte d'Azur? Elle a déposé son offre de formation, ses nouvelles maquettes de master en particulier, et elle a prévu de transformer un certain nombre de ces masters diplômes nationaux auparavant en diplômes d'établissement de niveau master, pour lesquels les droits d'inscription sont de 4 000 € annuels, et qui seraient donc rattachés à l'UCA et non plus à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Il suffit que vous alliez sur le site de l'UCA, vous irez, il est très intéressant ce site de l'UCA. Vous y trouvez les collèges, le diagramme là, dont je vous parlais, les collèges horizontaux, les EUR verticaux et les masters avec les titres, vous cliquez dessus, il y a marqué diplôme d'établissement, niveau 5, avec le titre du master, qui pour certains était donc un master de l'université de Nice, Sophia Antipolis, qui a été renommé, donc c'est même pas de la création de nouveaux diplômes, c'est du remplacement par des DE, enfin de diplômes nationaux par des DE, 4 000 € annuels, et il est indiqué qu'à l'issue, à l'obtention de ce DE, une validation
de l'enseignement supérieur, VES, je ne savais pas que ça existait, une demande de VES est possible pour que soit octroyé, reconnu à ce diplôme d'établissement le statut de diplôme national. Je fais ça parce qu'en fait c'est un dossier, ça passe devant une commission comme les commissions de VAE, de validation des acquis de l'expérience, ou à une époque les validations des acquis professionnels. Donc c'est un dossier, ça passe devant une commission qui vous accorde ou pas, qui vous valide ou pas votre DE en diplôme national. Voilà. Cette offre de formation de l'Université de la Côte d'Azur a reçu un avis défavorable il y a une quinzaine de jours du CNESER, à la quasi-unanimité, avec quelques abstentions. Mais le CNESER, je vous rappelle, a un avis consultatif. Et vous imaginez bien qu'avec le PIA3, avec ces nouveaux établissements dérogatoires, tout cela est appelé à se développer, d'autant que dans les 4 dossiers de PIA3 que j'ai consultés, non seulement les autres, à part celui de Nice, les autres ne parlent pas encore de droit d'inscription, n'avaient pas à refaire leur maquette d'habilitation en fait, donc ça va venir l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Toujours est-il que ils font référence à la création de bachelor. Donc de diplôme niveau licence, avec un nouveau titre, bachelor, qui n'est pas un titre pour l'instant reconnu en tant que diplôme national, mais on peut imaginer que ces bachelors correspondent à cette idée de proposer des diplômes d'établissement à Bac+3, qui après pourraient être validés comme licence universitaire par validation de l'enseignement supérieur VES. Donc voici ce que je voulais vous dire. Je pense quand même 2 choses. Je suis encore plus bavarde que la semaine dernière, mais ça c'était les risques. Quand même 2 choses. La première, c'est que augmenter les droits d'inscription, avant d'en finir avec la dimension économique, on pourrait aussi, comme il a été proposé au Sénat par un sénateur républicain au moment où M. Grosperrin, dont on a appelé ça l'amendement Grosperrin, au moment où la loi ORE était votée. Non, c'était pas que ça l'amendement Grosperrin. Bon, on coupera dans la. Il y avait 2 amendements des Républicains, donc il y en avait un autre. Mais bon, l'amendement en question, c'était d'augmenter très fortement et libéraliser totalement les droits d'inscription pour les étudiants étrangers. OK ? Voilà. Alors là, on pourrait se dire, d'une part, que finalement, ça ne porte pas atteinte au fondement qui est le financement par l'impôt. Puisque finalement, ces gens-là, leurs parents n'ont pas payé d'impôts dans l'Union européenne. Oui, donc finalement on pourrait préserver un financement par l'impôt avec des droits d'inscription quasi nuls pour les ressortissants de l'Union européenne. Or je tiens à vous signaler 2 choses. La première, c'est que c'est de cette manière-là qu'a commencé la transformation des droits d'inscription en Angleterre. C'est la première réforme prise par Margaret Thatcher, avant que nous arrivions à l'augmentation des droits d'inscription à 1000 pounds pour tous, à 3000 pounds annuels pour tous, puis à 9000 pounds annuels pour tous, hors étudiants étrangers, puisque là c'est dérégulé intégralement. Ensuite, il était question, par cette proposition du Sénat, que ces droits d'inscription soient libres. Donc effectivement, ça en fait un prix, c'est-à-dire c'est un marché dérégulé. Et dans ces cas-là, ça transforme profondément les pratiques mêmes de l'université, parce que dans une contrainte de ressources financières forte, il faut que vous attiriez ces étudiants, d'accord? Et donc, il faut que vous fassiez de la publicité, de la com, que vous alliez les chercher, que vous leur proposiez des services. Donc, vous entrez dans une démarche commerciale. Donc, ça a l'air de rien. Ça peut avoir l'air de rien comme réforme, mais c'est une réforme assez importante. La ministre a donné un avis défavorable à cet amendement au moment du passage devant le Sénat. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est déjà possible, par un décret de 2002,
qui était passé un peu inaperçu, je pense, de beaucoup de monde. Voilà. Et pour terminer, cette partie économique, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que cette non-augmentation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, en particulier des universités, et sa diminution par étudiant, hein, que nous avons vu, eh bien, c'est bien un choix politique. Hein, ce n'est pas simplement une contrainte économique liée au déficit des États, hein, pour la bonne raison que ces 10 dernières années correspondent également au choix continu de laisser augmenter ce qu'on appelle les dépenses fiscales, c'est-à-dire les... certains les appellent les niches fiscales, hein, mais bon, les dépenses fiscales, c'est le terme neutre, on va dire, hein, c'est-à-dire les réductions fiscales, donc les moins d'entrées d'impôts, hein, données, enfin, accordées pour telle et telle raison. Et donc, en particulier, concernant l'enseignement supérieur et la recherche, ça a été le développement du CIR, le crédit impôt recherche, qui est donc un moindre argent, moins d'entrées dans les caisses de l'État, qui est de l'ordre d'environ 5,7 milliards en 2017, estimation basse. Ça a essentiellement bénéficié aux grandes entreprises et en particulier au secteur des services, banque, assurance, conseil. Il y a eu un rapport très critique de la Cour des comptes en la matière. 5,7 milliards, c'est près de la moitié du budget de l'enseignement, enfin de toutes les universités, masse salariale comprise. Voilà. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'1 milliard par an de nécessaires considérés en 2012, hein, 1 milliard par an sur 5 ans. Là, le CIR, c'est 5,7 milliards. Hein, donc, vous voyez bien qu'il y a des choix, possibles. Voilà. Donc, je termine, on termine avec ma partie économique. La troisième, c'était du point de vue de ces étudiants et de ces formations. Et vous dire que l'université des années 50-60, eh bien, c'était une université de ce que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont appelé les héritiers. Autrement dit, les héritiers d'un capital culturel, familial, que l'on peut mesurer par le niveau de diplôme des parents en particulier, et ou leur catégorie socio-professionnelle, PCS ou CSP. Et donc l'université de ces années-là pouvait fonctionner par ce que justement ces auteurs Bourdieu et Passeron, hein, deux grands sociologues, ont appelé la connivence culturelle, qui finalement les modalités d'enseignement par cours magistraux en amphithéâtre, avec peu d'heures et beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail en autonomie, etc., correspondaient bien et suffisaient, hein, permettaient à ces héritiers cette formation dans l'enseignement supérieur. La massification du milieu des années 80, soit ma génération, hein, eh bien, amène une toute autre population, des enfants de profession intermédiaire, des enfants d'employés, des enfants d'ouvriers, même si ce n'était pas un nombre, en pourcentage aussi important qu'on aurait pu l'espérer, hein, en termes de démocratisation de l'enseignement, avec des parents qui, pour beaucoup, n'avaient pas un niveau de diplôme, n'avaient pas obtenu leur baccalauréat, par exemple. Hein, et donc, cette population, eh bien, elle arrive dans cette situation de sous-financement chronique et avec ces modalités d'enseignement auxquelles on n'a pas touché pendant très longtemps. Donc, les gens comme moi qui ont fait leurs études à l'université, à ces années-là, nous avions des amphis bondés. Il n'y avait pas de TD, les travaux dirigés n'existaient quasiment pas, voire pas du tout. Il n'y avait aucune information concernant l'entrée en première année, les options fléchées. Et donc l'université, à partir des années 90, a vraiment fait beaucoup d'efforts, hein, pour s'adapter, hein, à ces nouveaux publics. En particulier en créant des travaux dirigés, hein, en créant des directeurs des études, tout un tas de dispositifs auxquels vous avez eu accès quand vous êtes arrivé à la première année, organisés par le SUIO, d'accueil de première année, enfin bref, voilà. Donc, on est passé en quelques 40 ans, on va dire, hein, de 7% d'une classe d'âge, dans les années 60, hein, qui était diplômé de l'enseignement supérieur, à un peu plus de 40% aujourd'hui.
et avec un objectif européen d'atteindre les 50% et un objectif français d'atteindre les 60% de diplômés de l'enseignement supérieur. En sachant que, donc une massification, une transformation de la population, une augmentation du nombre et une transformation de la population, en sachant que l'enseignement supérieur arrive évidemment en fin de parcours scolaire, hein, donc durant lequel les inégalités sociales ont déjà frappé, si je peux dire, et au passage elles s'aggravent en France hein, ces dernières années, comme semblent l'indiquer les résultats de PISA, et que ces inégalités sociales s'appliquent également au champ de l'enseignement supérieur, entre universités et classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple, et au sein de l'université en fonction des disciplines aussi, pour ne regarder que les inégalités sociales et pas les inégalités de sexe, hein, qui sont un autre type d'inégalité. On prend souvent en sociologie deux extrêmes, justement pour étudier les écarts maximaux. Donc, les enfants de cadre supérieur et les enfants d'ouvriers. Eh bien, sachez, pour vous donner juste quelques statistiques, que parmi les 18-23 ans, les enfants de cadre supérieur représentent 17% de la population. Les enfants d'ouvriers, 30%. Donc, parmi les 18-23 ans, 17% d'enfants de cadre supérieur. Au sein de l'école normale supérieure, c'est 60% d'enfants de cadre supérieur. Au sein des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est 50%. Au sein de l'université, c'est 34%. Mais, je vous disais, aussi, hein, des différences fortes entre disciplines. Médecine, c'est une discipline universitaire, 50% d'enfants de cadre supérieur parmi les étudiants. ALSH, 28%. Donc, si je prends les enfants d'ouvriers, 30% parmi les 18-23 ans, 30% parmi les 18-23 ans. Ils sont 3% à l'école normale supérieure, 7% en classe préparatoire aux grandes écoles, 12% à l'université, mais seulement 5% en médecine et 13% en ALSH. Cette situation n'est pas du tout nouvelle. Donc je dirais aussi, si on regarde hein, le public, les usagers de l'université, une différenciation interne à l'université, au champ de l'enseignement supérieur, mais aussi à l'université, qui s'est renforcée ces dernières années, en particulier avec la création de nombreuses licences sélectives. Elles ont quasiment doublé entre 2012 et 2016. Cela dit, l'université remplissait et remplit encore plutôt bien de nombreuses missions dans sa dimension enseignement. Moment de construction d'un parcours, le fort taux d'échec. Qu'est-ce qui s'est arrêté d'un seul coup? C'est la clim. Le fort taux d'échec en L1 est souvent avancé par les discours sur les gouvernementaux, hein, préconisant différentes réformes depuis au moins 10 ans, si ce n'est plus. Ce fort taux d'échec, il y a eu des analyses sociologiques précises en la matière, hein, et largement un taux de réorientation, pas que. Hein, c'est pour ça qu'il est important d'aller regarder aussi hein, quelles sont les personnes qui abandonnent hein, et qu'est-ce qu'on peut améliorer, certes, mais 60% de taux d'échec, ce n'est pas 60% de taux d'échec, puisque si l'on regarde à 5 ans, 80%, chiffre du ministère aussi, 5 ans après, 80% des entrants en première année la même année ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, un moment de construction d'un parcours, un accès pour les enfants de la démocratisation universitaire à un niveau licence et master, avec de très bons taux d'insertion dans l'emploi. Je vous invite à aller regarder les enquêtes génération du CEREC. Vous trouverez ça sur le site du CEREC, qui est le centre d'études et de recherche sur l'emploi et les qualifications, à quelque chose près, qui est situé à Marseille. Et donc, pour beaucoup, ces taux d'insertion dans l'emploi, dans les métiers de professions intermédiaires et de positions de classe moyenne supérieure, voire cadre, et évidemment, ces missions de l'université de formation à la recherche. Hein. Donc, ceci étant, quel changement avec la loi ORE? Si je commence par Parcoursup, j'aimerais bien que quelqu'un me donne l'heure pour que je sache à peu près dans quelle mesure il faut que je réduise ce que j'ai.
13h30. Bon, donc 5 minutes, ce serait bien. Ok, donc si je commence par Parcoursup, du fait du choix de la non... Quelles sont les grandes transformations quand même, hein? Là, je vous ai parlé des transformations organisationnelles et juridiques dans le premier point, des transformations économiques, du point de vue des formations en elles-mêmes. La grande transformation de Parcoursup et de la loi ORE, c'est qu'il n'y a plus de hiérarchisation des 10 vœux. Je vous rappelle que fait chaque bachelier. Cela signifie que nous recevons, chaque filière reçoit tous les vœux des étudiants et non plus leur premier ou deuxième vœu, hein. Cela signifie qu'il y a beaucoup plus de vœux que de capacité d'accueil pour chaque filière. Et donc, chaque filière est obligée de classer, est censément obligée par ces choix-là, de classer les candidatures. Donc, par rapport à APB et par un système précédent, c'est une vraie rupture parce que ça introduit la logique du classement, non pas tant de la sélection, mais du classement, en tout cas, dans l'accès aux filières non sélectives de l'université. Autrement dit, ça importe le mode de fonctionnement des filières sélectives, dans les filières non sélectives. Donc, premier élément qui vraiment consiste en un changement profond. Ceci étant, ça va augmenter les files d'attente et les temps d'attente de manière certainement très conséquente, mais au bout du compte, ça ne devrait pas... Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Parcoursup, mais cela ne rend pas directement les filières non sélectives sélectives. Alors, pourquoi ? Pourquoi faire cela, peut-on se demander, pour les filières non sélectives? Cela a plusieurs effets. Le premier, c'est de faire entrer dans la tête des lycéens que l'accès à l'université n'est pas de droit. Le deuxième, c'est les obliger à se positionner comme des auto-entrepreneurs de leur formation et donc responsables de leur parcours de formation, devant se faire recruter. Et c'est le triomphe avec les lettres de motivation, les CV, de la culture projet et du self-marketing, de la valorisation de soi, au profit des mieux armés, certes, sans parler de la prise en compte de l'extrascolaire, des activités extrascolaires dans ces modes de valorisation de soi. Je vais y revenir dans quelques instants. Cette construction d'un individu auto-entrepreneur de lui-même a été bien analysée par de grands travaux en sociologie, histoire, philosophie, en particulier par Michel Foucault déjà, dans ce qu'il appelait la gouvernementalité néolibérale, ou dans des travaux plus récents autour de la construction du sujet néolibéral. Je vais y revenir avec Robert Castel également. Dans ces classements, les notes au lycée et les avis des professeurs principaux et proviseurs sont particulièrement importants. Vous avez peut-être entendu parler de la fiche à venir. Eh bien, cela augmente le pouvoir des enseignants du secondaire, mais également du supérieur, dans le cadre d'un contrat individuel pédagogique qui devrait être signé entre le directeur des études et l'étudiant en licence. Je vais y revenir un petit peu également. Cela augmente donc globalement le rôle de contrôle social du système éducatif. Alors là, je commence à avoir pris une accélération dans ce que je vous raconte, mais la question du pouvoir et du contrôle social sont deux questions qui ont toujours été centrales dans la réflexion sociologique aussi. Finalement, sans parler longuement des attendus nationaux et locaux, on peut quand même souligner que les attendus locaux peuvent être utilisés pour que chaque université se différencie l'une de l'autre et durcisse les attendus nationaux, et que donc cela devrait aussi amener à une hiérarchisation ou augmenter la hiérarchisation des universités. Et que ces attendus nationaux et locaux ont des forts effets de découragement et d'autocensure vis-à-vis des bacheliers, et en particulier des bacheliers technologiques et professionnels, mais pas seulement.
J'y reviendrai peut-être dans les questions, parce que ce qu'il faut voir et qui me semble important, c'est qu'en fait, ces discours et les dispositifs, les discours autour de la réforme, et les dispositifs sur lesquels ils reposent, tels que Parcoursup, eh bien, insistent sur la cohérence, sur l'adéquation entre le profil du bachelier, les attendus de la formation, dans une vision très linéaire d'un être humain, déjà, du parcours d'un être humain, et des formations universitaires, d'autre part. Elle rend plus précoce, si l'on ajoute à cela la réforme du bac et la réforme du lycée, elle rend plus précoce cet ensemble de réformes, les choix structurants ou bloquants au niveau de la seconde, on va dire, et que finalement, tout cela ne constitue pas un problème exclusivement pour les enfants de classe populaire. On a beaucoup insisté dans les débats, dans les tribunes, dans les journaux, etc., sur l'effet négatif que tout cela risquait d'avoir sur la démocratisation scolaire et universitaire, sur l'accès des enfants de classe populaire à l'université, à l'enseignement supérieur. Mais le problème va bien au-delà de cela, et on y reviendra peut-être dans les 2 minutes de débat. Il est fortement probable aussi que la complexité de Parcoursup, le manque de place dans certaines formations et disciplines encourage le recours aux formations de l'enseignement supérieur privé. Cela ressort déjà de plusieurs témoignages de parents de lycéens, en sachant que la part de l'enseignement supérieur privé a déjà connu une forte progression ces dernières années. Et si j'en viens maintenant à la réforme de la licence, je vous rappelle en quelques mots, et alors là je regarde en particulier les étudiants de première année, puisqu'il y en a, et que donc ils vont être confrontés normalement, le décret sur la licence va être rediscuté, est en train depuis la semaine dernière d'être rediscuté, dans l'optique de mettre en place une licence modulable de 2 à 4 ans, et non plus une licence en 3 ans. Pourquoi 2 ans? Parce qu'on estime qu'il y aurait des bons étudiants qui pourraient faire leur parcours en 2 ans, et puis il y aurait les WICI, ou des étudiants plus en difficulté qui pourraient faire leur parcours en 4 ans. L'idée est à la modularisation des parcours, à la personnalisation des parcours, et c'est la même idée qui fonde leur réforme du lycée et du baccalauréat à venir. Bien, donc, François Dubé, qui est un des grands sociologues contemporains de l'éducation aussi, parlait il y a quelques semaines sur la réforme du bac et disait qu'il s'agit d'une réforme libérale. Libérale au sens neutre du terme, c'est-à-dire qu'elle choisit la liberté individuelle, d'accord, personnalisation des parcours, la capacité de choix de tout un chacun, elle choisit la liberté individuelle au détriment du cadrage collectif, en assouplissant le cadrage collectif ou en diminuant le cadrage collectif. Ce qu'il faut voir, c'est que de ce fait-là, elle peut séduire, elle peut paraître séduisante, puisqu'elle donne l'impression de se libérer d'une institution éducative qui peut paraître assez lourde, de choisir son propre chemin et d'échapper finalement à toutes les matières qui ne vous plaisent pas au lycée, et qu'elle s'inscrit pleinement, cette réforme, du lycée et de la licence, dans ce que F. Chiapello et Luc Boltanski ont appelé déjà en 1999 le nouvel esprit du capitalisme, qui justement vante l'autonomie, la réalisation de soi, la conduite par projet, qui valorise et promeut l'individu, l'individualisation, et cet esprit du capitalisme, ce nouvel esprit du capitalisme, dévalorise le collectif, le cadrage, la réglementation, la bureaucratie, etc. Les travaux d'un grand sociologue français, je terminerai par lui, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, qui s'appelle Robert Castel, qui est un de mes sociologues préférés, c'est pas le seul, mais il a montré comment, à partir de la fin du XIXe siècle, jusqu'aux années 80, on va dire, les sociétés occidentales, il a montré ça en particulier pour la France, mais ont connu un processus de collectivisation des protections.
et que depuis les années 80, on connaît un processus de réindividualisation des protections. C'est limpide si on prend le droit du travail. Avant, à la fin du 19e siècle, on va dire, le contrat de travail est un contrat de louage de service entre deux individus, l'employeur et l'employé. Bon. On considère qu'ils sont tous les deux, vision libérale, libres et égaux, et donc libres de contracter. S'ils ne souhaitent pas contracter, ils n'ont qu'à pas contracter. Donc il n'y a aucune raison de protéger plus l'un que l'autre. Toute l'histoire du XXe siècle a été celui de la construction d'un droit du travail et d'une collectivisation des protections pour en arriver jusqu'à la loi El Khomri, qui a commencé à modifier cette structure-là, en France, à ce qu'on a appelé la hiérarchie des normes. Le contrat de travail est encadré par le contrat d'entreprise, qui est lui-même encadré par la convention collective de branche, qui est elle-même encadrée par le code du travail. Chaque principe de faveur, donc hiérarchie des normes, principe de faveur, chaque niveau inférieur peut déroger au cadre du niveau supérieur si et seulement si c'est à l'avantage du salarié. OK ? Ce qu'on appelait, donc vous voyez quelle est la transformation radicale par rapport au contrat de travail, contrat de louage de service. Ça, c'est le processus de collectivisation des protections. Or, nous connaissons depuis en particulier la loi El Khomri, mais ce n'est pas la seule, et les ordonnances travail, une réindividualisation des protections. Le diplôme, avec son cadre national, faisait partie de cette collectivisation des protections, de ces protections collectives. Et cette réindividualisation, cette individualisation, personnalisation des parcours fait partie de cette réindividualisation des protections que l'on connaît dans d'autres domaines que dans celui de l'éducation depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et finalement, quand même, vous dire que cette modularisation de la licence, puisque ce serait entre 2, 3 et 4 ans, eh bien, cela rendrait nécessaire la transformation du décret licence, qui ne ferait plus mention d'année ni de semestre. Et donc, cela rendrait impossible la compensation des 2 semestres au sein d'une année et des UE au sein d'un semestre. C'est ce qui va entrer en négociation dans les 2 mois à venir pour l'élaboration d'un nouveau décret licence. Et donc, ça vous concerne très directement en matière de réussite, de calcul de vos modes de réussite en licence, mais ça va bien au-delà de cela aussi, puisque avec cette modularisation, cette fin de la compensation, il est question d'en arriver à non plus une inscription à l'année, non pas une inscription au semestre, mais une inscription à l'UE. Voilà, et j'en terminerai par là, c'est-à-dire une inscription à l'unité d'enseignement. Et cela fait sauter un verrou très important du point de vue d'abord de la construction d'une formation. Il va falloir voir comment cela rend possible la progression des savoirs et la construction des savoirs, d'une part, mais cela rend possible aussi l'externalisation, voire la marchandisation d'une partie des UE, parce qu'il suffit que, cela rend possible, je ne dis pas que ça la rend obligatoire. L'inscription à l'UE ne signifie pas systématiquement ou forcément une marchandisation, mais par contre, ça rend possible le fait que, une UE soit reconnue, consistant, passer une MOC, quelque part, qui est peut-être publique, mais peut-être privée et peut-être payante, et que cette MOC donne lieu à un certificat, considéré comme valant 5 crédits, 6 crédits, et que vous puissiez arriver avec ces certificats-là à l'université pour vous faire valider les 180 crédits à la fin de... on commence à recevoir d'ailleurs ce n'est pas du tout de la fabulation, on commence à recevoir
en tant qu'enseignant, des publicités de Cambridge Certificate Society, hein, qui délivre des certificats, les certificats de Cambridge, là, de niveau de langue, hein, et qui propose à ce que ça soit reconnu potentiellement comme une UE, hein, enfin, qui propose ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, si je conclus, je retiens de mon premier élément une perte importante de la dimension démocratique. Je vous rappelle, le premier point, hein, dimension juridique, organisationnelle, une perte importante de la dimension démocratique dans la gestion des universités, en cours depuis 2008 et à venir, avec potentiellement carrément une sortie de ce cadre. Hein. Et un big is beautiful, hein, c'était les deux points importants de mon premier point. Du second point économique, une inégalité structurelle entre universités et grandes écoles, un sous-financement chronique, une mise en compétition et une différenciation croissante, avec une forte augmentation des inégalités préexistantes. De mon troisième point, eh bien, l'intégration de toutes ces transformations dans des transformations beaucoup plus larges que connaît par exemple le champ du travail. Par exemple, une conception de l'individu entrepreneur de lui-même, une décollectivisation et réindividualisation des protections, le développement, j'en ai peu parlé, mais ça c'était en filigrane, hein, de l'insécurité et de l'imprévisibilité maximale pour les bacheliers, hein, en l'occurrence, le renforcement du contrôle social et pas simplement intériorisé. Et nous avons vu, vous avez vu comment ces trois dimensions, eh bien, que j'ai séparées dans ma présentation, étaient également en lien les unes avec les autres et que, comme je vous disais en introduction, on a beaucoup parlé de Parcoursup et de la sélection à l'université, mais toutes ces transformations dépassent largement cette question-là, sans vouloir évidemment sous-estimer la rupture, hein, ou le changement important qu'introduit Parcoursup quand même, puisqu'elle nous fait passer une logique de classement, ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que je peux m'arrêter là.